Mais à nouveau, merci pour l'invitation. C'est toujours super de voir des visages très connus depuis des décennies même. Ça ne nous rajeunit pas. Ce que j'aimerais montrer un tout petit peu aujourd'hui, c'est toujours la recherche. Peut-être certains d'entre vous connaissent un peu déjà le thème des recherches. C'est la question d'interaction avec l'ordinateur, un peu dans le style qui David West, par exemple, faisait, etc. Ça veut dire l'ordinateur, c'est un instrument de musique. Bon, Claude Cados n'est pas d'accord. Mais on ne va pas rentrer dans les discussions sur qu'est-ce que l'ordinateur est ou n'est pas. Mais l'ordinateur peut être joué comme une partie d'un instrument de musique, pour être plus précis. La question, c'est comment le faire. Et c'était une des demandes, une des questions de David West, justement. C'était comment jouer de l'ordinateur. L'ordinateur fait du son, on peut faire n'importe quel son. Le pouvoir de traitement aujourd'hui de données, c'est quelque chose qu'on pourrait simplement rêver il y a 30-40 ans. Alors, tous ces pouvoirs-là, comment on peut l'utiliser d'une façon musicale? Alors, quelles sont les façons de jouer de l'ordinateur et comment on peut essayer d'approcher certaines? Et je vais montrer deux exemples de deux projets. Un qui est un projet un peu plus ancien, peut-être vous avez déjà vu certains d'entre vous, un projet avec danse, mais pour des experts. Alors, c'est des instruments qu'on développe pour des gens qui vont passer du temps à comprendre comment ça marche, à développer des techniques d'expression, etc. Dans ces cas, entre musique et danse. Et l'autre projet, c'est un projet vraiment pour des gens qui veulent créer des instruments du zéro, mais qui ne sont pas forcément des ingénieurs ou des développeurs. Alors, comment faciliter cette création, l'essayage ou, disons, le prototypage d'interface? Alors, on crée beaucoup de systèmes, justement, soit pour les experts, soit pour vraiment les débutants ou parfois entre les deux. Et tout ça, c'est dans le cadre de la conférence NIME, NIME, c'est New Interfaces for Musical Expression. C'est une conférence qui a débuté en 2002, après un workshop, un atelier qui a été créé dans une autre conférence, Human Computer Interaction, CAI, en 2001, mais qui a mis ensemble les communautés d'informatique musicale qui existaient déjà depuis longtemps, des années facilement 70, 80, et des gens d'interaction en machine. Et cette conférence, aujourd'hui, cette année, c'est le 20e anniversaire de la conférence. Alors, je voudrais un peu parler de ça et qu'est-ce qu'on a appris dans 20 ans. Quand même, c'est assez du temps. Alors voilà, les thèmes, c'est plutôt les 20 ans de la conférence. Je ne vais pas trop parler de ça, mais je vais parler quand même d'où ça vient à peu près, cette conf, et surtout des travaux qui ont été très importants avant la conf, dont on a aujourd'hui tendance à moins parler parce qu'on reste sur la conf. Alors, après, deux cas, un cas expert, c'est des instruments à prothèse pour la danse, et un modèle, justement, un environnement où on facilite la création, le prototypage d'instruments pour des débutants. Entre tout ça, je vais parler beaucoup de multidisciplinarité, d'interdisciplinarité. On pourrait aller dans ces domaines aussi parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est très drôle quand j'ai connecté ce matin ici. Claudia parlait justement des questions de multidisciplinarité et j'ai eu l'impression que c'est assez similaire. On parle beaucoup de multidisciplinarité, on encense un peu la multidisciplinarité, c'est essentiel, tout ça. Mais en pratique, on ne la permet pas d'exister. En pratique, on dit, ah, mais ça, c'est pas du génie, ça, c'est pas de l'acoustique, ça, c'est pas de l'informatique, ça, ce n'est pas de la musique. Et on est toujours entre quelque chose qu'on n'a pas, au lieu de dire, voilà, on fait un truc qui dépasse un ou l'autre. Ça, c'est des commentaires entre les lignes, ou entre les slides. Alors, la conf NIME, voilà, c'est déjà la 20e année. Il y a un site web, je n'ai pas écrit ici, mais c'est nime.org. Et ce qui est bien, c'est que depuis le début, on a tous les proceedings, bon, c'est pas la seule qui fait ça, mais tout est ouvert, accessible. Même certains concerts et certains exemples
des concerts, d'applications musicales. Alors, c'est une conférence vraiment multidisciplinaire où on aura effectivement le design, l'interaction, les sciences humaines, comment on développe, comment on approche la question des communautés, par exemple, des communautés d'utilisateurs de certains instruments, etc. Alors, ça couvre vraiment beaucoup de domaines et pour nous, dans ces domaines, dans l'informatique musicale, c'est un peu la référence. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que ça n'a pas commencé là. Et j'insiste là-dessus, parce qu'on voit de plus en plus dans la conférence, et je crois que c'est un processus un peu normal, les conférences se créent comme ça, à partir des conférences plus anciennes. Ça veut dire elles vont vers des niches, et après, elles commencent à s'auto-citer et à s'auto-référencer, et tout d'un coup, on perd un peu de vue d'où ça vient, mais aussi qu'est-ce qui existait avant. Alors, on a tendance, et surtout des gens qui commencent un peu cette recherche, à imaginer toujours la conférence, les dernières 5 années d'une conférence, ce qui est très bien, mais qui n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe ailleurs. Comme c'est dans le multidisciplinarité, c'est un peu dommage de ne pas regarder ailleurs. Voilà, NIME.org, c'est la conf. Alors, la première, c'était en 2002, mais il y a eu un événement avant avec 15 personnes. Alors, ce n'est pas vraiment une conférence. Mais est-ce que c'était le début? Et la réponse est non. Il y avait beaucoup de gens, même des gens qui sont dans cette présentation ici, qui travaillaient déjà beaucoup avant dans des thèmes similaires. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je présente 2 exemples, mais il y a beaucoup plus. Alors, d'abord, toujours avoir en tête, je prêche pour les convertis ici, l'informatique musicale, ce n'est pas récent du tout. Ça a commencé très, très tôt, avec un peu plus tard, peut-être que l'informatique telle qu'on la connaît, mais dans les années 50 déjà, les principaux travaux, au moins vraiment sur l'informatique musicale, avec Max Mathews et d'autres, mais toujours historiquement 2 directions, les systèmes pour la composition, alors on va utiliser l'ordinateur pour créer des partitions et on va jouer des partitions, et la question de la synthèse sonore dès le début aussi, avec musique 1, musique 2, 5, etc. Et un peu plus tard, l'interaction. Et après, c'est toujours difficile de dire quand est-ce que ça a commencé exactement, mais un des premiers ou des systèmes à être présentés pour l'interaction, c'était Groove dans les années 60, à la fin des années 60, de Dick Moore et Max Mathews. Déjà, on parlait de jouer de l'ordinateur, ce qui est devenu beaucoup plus faisable à partir des années 80 avec MIDI. Alors, c'est une histoire assez longue, ça ne date pas d'hier, ça veut dire fin des années 60, on parle de 50 ans déjà. Et après, effectivement, après 82, 83, à MIDI, ça a facilité énormément la connexion des dispositifs avec synthétiseur et après ordinateur. Plusieurs travaux très importants dans les années 90, vers la fin 90, et c'est très intéressant justement cette thèse, c'est une thèse d'équivalent des masters, je pense que c'est Diplomarbeit, c'est en Autriche en 2001. Et je cite beaucoup cette thèse, bon d'abord parce que je la trouve très bien, mais aussi déjà Piringer présente plus de 100 exemples de dispositifs de contrôleurs d'interface pour la musique. Et ça, c'est l'année où il a eu la conférence, le workshop, même avant la première conférence en 2002. Déjà, il avait plus de 100 exemples où il a essayé de classifier, etc. Aussi, c'est très bien parce que déjà en 2001, il avait tout mis en ligne. Alors, on a tous les données. On peut vraiment faire des analyses sur ces données, etc., sur ces exemples. Ça montre que ça n'a pas commencé forcément en 2002 ou 2001. Et bon, comme on connaît bien Computer Music Journal et ICMC, c'était les véhicules, les principaux, ça reste encore des véhicules très importants, entre autres le journal Interface, qui est devenu Journal of Music Research, etc.
Marcelo, tu n'as pas partagé le son de ton ordinateur. Voilà, j'allais demander ça. Est-ce que j'ai Donc, partagé mon son? on n'entend rien. Alors, je crois que je dois quitter mon écran pour partager mon son, ou je peux partager mon son sans mon écran. Je crois que tu peux maintenant, tu as l'option partager le son que tu peux rajouter après, mais... Share computer sound. Voilà, je recommence. Bon, ça c'est, j'ai oublié de dire, mais ça c'est un exemple de ce que je veux dire par jouer de l'ordinateur. Alors, on voit que la personne n'a pas un ordinateur dans les mains. Elle a un tube, et ce tube-là, un pipe. Ce tube-là, il fait quoi? Bon, il ne fait rien, effectivement. Et il a des capteurs partout et il envoie ces données qui iront vers un ordinateur qui aura des logiciels pour la synthèse de son. Dans ce cas, c'est Sculpture dans Logic pour Apple. C'est des modèles physiques, je pense, à la base. Et bon, on ne travaille pas forcément sur le son. Notre idée, c'est qu'on va construire cette interface avec laquelle la personne va interagir. Ce que je voulais montrer ici, c'est une vidéo assez ancienne déjà, mais c'est le contrôle du musicien. Et pour donner un peu du contexte, ce qui se passe, c'est un professeur de musique qui, à l'époque, faisait son doctorat en performance, en percussion. Et là, c'est un de ceux, il avait deux concerts pour son doctorat. Et ça, c'est le premier concert où il est jugé comme un percussionniste, pas comme un développeur d'interface. Ce n'est pas lui qui a créé les tubes. Ça veut dire que la personne qui a créé les tubes, c'était un autre étudiant, moi. Il a dû créer un instrument, ce n'est pas un prototype, c'est quelque chose qu'on prend, on va à la salle de concert et on en joue, un peu comme un instrument acoustique, on prend du sac, on l'accorde et on le joue. Et c'est ça notre but, c'est d'arriver à avoir des dispositifs qui ont l'air plus ou moins similaires à des instruments qu'on connaît, mais qu'on peut jouer comme quelque chose, comme un instrument acoustique. Effectivement, il y a de différentes façons, c'est les prochains slides, d'en faire ça. Mais je vais montrer rapidement, essayer de regarder un peu les degrés de contrôle, ou est-ce qu'il paraît jouer de quelque chose, il sait de quoi il fait, ou c'est plutôt un show où il prétend faire quelque chose. Et ça, par exemple, ça a été composé. Alors, on voit ici, c'est la partition. Alors, comment faire une partition d'un instrument qu'on ne connaît pas? Ce n'est plus une partition où il n'y a que les auteurs et les durées, et peut-être quelques indications de dynamique. Bon, il n'y a pas de façon de faire unique. Évidemment, il y a beaucoup d'approches différentes. Et là, par exemple, il y a certaines notations du geste lui-même. En fait, ça, mettez la main ici, etc. C'est qu'on ne fait pas forcément pour des instruments acoustiques, puisqu'on apprend ça au conservatoire. Mais à nouveau, c'est un exemple qui est de 2007, 2008. Mais pour moi, déjà, ça montre la possibilité d'en jouer comme si c'était un instrument qu'on joue un concert, quoi, un professionnel. Alors, tout ça pour dire, on appelle ça des instruments numériques, des instruments musicaux numériques. Et ce qui m'intéresse, c'est comment construire ces instruments, comment faciliter cette interaction entre musiciens et de l'ordinateur, des algorithmes qui vont générer du son, etc. Dans mon cas, plutôt les utilisateurs qui sont experts, qui vont pratiquer l'instrument, même si un exemple que je vais montrer, c'est pour des débutants. Mais normalement, on travaille plus avec des musiciens qui ont déjà un bagage musical avec un instrument typique acoustique, parfois électronique, et qui vont s'y mettre dans un nouveau instrument. Alors, la question de David Vassar, justement, comment jouer de l'ordinateur. Et ça, c'est un modèle très ancien, très simplifié, mais l'idée, c'est simplement de montrer ici, si on regarde au milieu, il y a les dispositifs d'entrée, c'est les contrôleurs, c'est les tubes qu'on voyait dans la vidéo. De l'autre côté, à droite, on a l'ordinateur.
Entre les deux, il faut qu'on fasse une corrélation entre les données des capteurs du tube et les entrées du synthétiseur. Ça, on appelle ça les mappings, les mappages, la corrélation, correspondance instrumentale, etc. Évidemment, les musiciens vont jouer avec ces gestes, ces actions, il va recevoir un certain type de retour de l'instrument et évidemment, on va regarder ça dans des cas musicaux. Alors, la question, c'est le design est ouvert, il n'y a pas de façons de faire ou de ne pas faire. On peut tout créer, on peut jouer, démonter. Et ça a été déjà fait. Alors, tout ce qu'on imagine a probablement été déjà fait. On n'a pas besoin de simuler des instruments acoustiques. On peut les faire, c'est très bien même pour montrer la validité des modèles et pour mieux comprendre certaines interactions, mais on n'a pas besoin. Et surtout, c'est un cas d'interaction entre une personne et un ordinateur. Alors, c'est vraiment de l'interaction machine ou HCI ou personne et système. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que même si c'est un cas d'interaction, c'est comme le deuxième point, là, on n'a pas besoin de simuler des instruments acoustiques. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de jouer de l'ordinateur dans un contexte similaire à un instrument acoustique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire on a différents modèles d'interaction qui sont plus ou moins proches des modèles d'interaction avec les instruments qu'on connaît, mais qui n'ont pas forcément, qui peuvent se départir assez loin. Et ça, c'est très intéressant, justement, parce que ça nous permet des différents types de contrôle et des processus sonores. Et pour ça, on utilise un modèle d'un chercheur danois qui est déjà décédé des années 80. Et en réalité, c'est ces bouquins-là. J'ai réussi à trouver les bouquins d'occasion, parce qu'ils n'existaient plus. Et c'est pas du tout un travail sur la musique, c'est un travail sur les processus industriels. Et lui, il parle des 3 niveaux d'interaction ou 3 comportements d'interaction, de performance. Le premier, c'est basé sur les skills, sur la compétence, c'est vraiment très fine. Le deuxième, sur les règles. Et le troisième, c'est sur la connaissance, sur les modèles. Et ce qu'il présente, c'est que ces types d'interactions, elles sont toutes possibles avec un système, mais elles ont des demandes et des résultats différents. Alors, les skill-based, c'est vraiment un niveau très bas où on va vraiment avoir un couplage temporel très clair avec les processus, alors dans ce cas, les sons. Par exemple, un instrument acoustique, on va jouer d'une corde pensée et tout d'un coup, l'énergie du geste, bon, cadeau à nouveau, passe à la corde qui va se dissiper dans la caisse, etc. Ça veut dire on a ce couplage qui est très, très, très fin et qui nous permet effectivement de jouer de la musique comme on la connaît. Il n'y a pas beaucoup de tolérance à l'interruption. Par exemple, si on arrête de jouer, il n'y a plus de son. C'est vraiment le modèle à peu près d'un instrument qu'on connaît quand on va jouer de la flûte ou n'importe. Dans le cas intermédiaire, basé sur des règles, ça serait plutôt un système où certains des paramètres sont déjà prédéfinis et on va jouer sur d'autres paramètres d'un peu plus haut niveau. Par exemple, en informatique musicale, c'est assez tôt aussi. C'est un peu les systèmes Groove, mais Max Mathews parlait beaucoup de ça avec le Radio Button et même avant, où il disait, bon, ça ne m'intéresse pas de jouer des fréquences, de jouer des pitchs, des auteurs. Ce que je veux, c'est que ça soit déjà enregistré et je vais utiliser l'interface un peu comme un chef d'orchestre où je vais dire comment ces sons préenregistrés ou ces modèles de synthèse préenregistrés seront joués dans le temps. Alors, beaucoup de paramètres sont déjà prédéfinis. On ne va pas articuler chaque note, etc. On va jouer sur la façon globale dont ces notes préenregistrées se déplacent dans le temps. Et le troisième niveau, c'est le niveau des modèles ou de knowledge, ou de connaissances, où là, il y a vraiment la question des cognitions dans le sens où je vais créer un algorithme. Cet algorithme va générer des paramètres musicaux. C'est un peu ce qui se passe dans les live looping, les live coding, où il y a des gens derrière des ordinateurs avec normalement des interfaces à ligne de code et qui vont générer des algorithmes et ces algorithmes vont créer des effets musicaux, soit de synthèse, soit de composition, etc.
Ce qui est très intéressant, justement, parce que ça permet de générer des structures musicales qui ne sont pas faisables, évidemment, avec des ordinateurs, avec des instruments acoustiques. Mais surtout, on a beaucoup plus de tolérance à l'interruption. Par exemple, dans les modèles intermédiaires avec les règles, les rule-based, par exemple, un chef d'orchestre, s'il arrête de bouger, l'orchestre quand même peut continuer. Ce n'est pas la même chose, mais ça ne s'arrête pas tout de suite. Dans les niveaux les plus hauts, les plus détachés du processus du son lui-même, on peut générer un algorithme qui va générer de la musique pendant des décennies et changer par rapport à comment il a été fait sans nécessairement avoir à interagir avec les sons à chaque moment. Alors tout ça pour dire que tout ça, c'est possible avec l'informatique musicale. Et parfois, on reste trop dans les niveaux skill level. Ça veut dire qu'on veut toujours simuler des instruments qu'on connaît acoustiques et qui doivent se jouer comme ils se jouent, parce qu'il faut respecter les règles de l'acoustique. Dans l'informatique musicale, on n'a pas forcément besoin de faire ça. Ce n'est pas faux de le faire, mais ce n'est pas faux non plus de ne pas le faire. Et là, c'est une représentation un peu de ce que je viens de dire. À droite, on a skill, avec des retours vers la personne de signaux, ça veut dire très bas niveau, en temps continu. Le niveau intermédiaire, c'est les règles avec des retours plutôt vers des signes, des informations plus codées. Et le niveau à gauche, c'est le niveau des connaissances cognitives, disons modèles, avec des symboles. Et surtout, à nouveau, cette interruption à la tolérance, tolérance à l'interruption qui est très intéressant. À droite, si on arrête de jouer, on n'a plus de son. À gauche, on a beaucoup plus de liberté d'interagir. L'ordinateur devient plus un partenaire des systèmes interactifs. Voilà. Alors, ces modèles sont intéressants parce qu'ils ont beaucoup d'influence sur le design des instruments. Par exemple, le mapping. Si on peut faire dans les instruments acoustiques, c'est très important qu'une action génère presque toujours ou toujours les mêmes sons. Dans le cas d'un système interactif, pas forcément. Alors, on peut définir ça. Alors, des mappings plutôt statiques ou complexes d'un instrument acoustique peut être simplifié pour un mapping plus dynamique et peut-être plus 1 à 1 dans un système interactif et faire du sens parce que le système prend beaucoup de décisions lui-même. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, Joe Chadabi, dans les années 80, déjà jouait, fin des années 70-80, jouait déjà avec ça, où le système générait des notes aléatoires et lui, il faisait l'interaction justement avec ces notes générées un peu au hasard par l'ordinateur et il essayait de créer des structures musicales à partir de ces processus aléatoires. Mais aussi, implication sur la création d'instruments dans la question du retour tactile ou retour d'effort. Par exemple, dans le cas d'un jeu instrumental, comme on connaît en acoustique, un retour continu des forces et des vibrations, c'est très important pour nous donner justement plus d'informations où on est dans le jeu. Dans des systèmes plus interactifs, peut-être simplement des informations discrètes sont suffisantes. Donc, tout ça, c'est très intéressant à nouveau, parce que ça nous permet de mieux approcher le design. Alors, rapidement, je vais montrer quelques travaux qui, je pense, parfois ne sont pas assez connus, surtout dans des conférences comme NAME, et qui ont été pour moi très importants et assez anciens. Par exemple, Bruce Pennycook, déjà en 1985, a un super article qui parle de l'utilisation de l'ordinateur en informatique musicale, qui avance déjà beaucoup de projets. Il y en a plusieurs avant lui aussi, mais c'est un des articles que j'aime bien, qui parle, et Bruce a beaucoup travaillé sur des compositions avec des systèmes augmentés, des instruments avec acoustique avec capteurs, etc. Un article classique, c'est celui de Michel Weiswitz en 1985, et probablement c'est le premier où vraiment un contrôleur qui n'a pas du tout une relation avec un instrument acoustique a été proposé au moins dans des CMC. J'ai fait cette recherche il y a quelques temps. J'ai regardé tous les articles SMC à partir de 1974, je pense que c'était la première.
édition. Et je n'ai rien trouvé avant 85 où il y avait un contrôleur qui n'était pas soit basé sur un clavier, soit basé sur un instrument, même si ce n'était pas du tout la simulation d'un piano. Mais quelque chose qui n'a aucune relation. Bon, évidemment, on connaît très bien les thérémines et d'autres avant, beaucoup avant, qui étaient différents. Mais avec MIDI, c'était un des premiers contrôleurs, ça veut dire les dispositifs qui va envoyer, dans ce cas, MIDI, sinon Open Sound Control ou d'autres choses, de données vers un ordinateur ou un synthétiseur pour générer de la musique. Et ce qui est génial, et je sais que plusieurs d'entre vous ont connu Michel, qui malheureusement a disparu en 2008 déjà. Et pour moi, c'était peut-être un des plus grands virtuoses des instruments numériques. On pourrait aimer ou pas l'esthétique de ce qu'il jouait. Mais quand même, moi, personnellement, j'avais l'impression, chaque fois que je l'ai vu en concert ou même des vidéos, il savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas du tout un ingénieur, disons, les stéréotypes de l'ingénieur qui présente son système pour démo. Ce n'était pas du tout ça. Il s'exprimait effectivement d'une façon très intéressante, bon, très personnelle. Mais c'était comme quelqu'un qui jouait de très haut niveau dans l'instrument acoustique. Et surtout, il y a quelque chose de très important dans le travail de Michel, c'est qu'il y a une interview 5 ans après dans Computer Music Journal où il dit justement, ça fait 5 ans que je joue de cet instrument à peu près. Et à un moment, on a décidé d'arrêter de développer l'instrument et d'apprendre à en jouer. Et ça, c'est quelque chose, en parlant où on est après 20 ans de NAMM et tout ça, c'est quelque chose qui, parfois, il faut réfléchir à ça. On a toujours tendance, c'est une question de marketing, les nouveaux ordinateurs, les M1 de Apple, c'est les meilleurs, les plus rapides, les plus beaux, les moins lourds, etc. Et on est toujours dans cette course technologique où le nouveau capteur, c'est le meilleur parce qu'il fait je ne sais pas quoi de plus que l'autre. Et à un moment, comment apprendre d'en jouer d'un instrument qui change à chaque instant? C'est la grosse question. Si la flûte de Benoît s'améliore à chaque moment, est-ce que Benoît arrive à en jouer? Ou est-ce que parfois, une question de jeu d'un instrument, c'est de jouer sur justement les limitations d'un instrument? Ça fait partie du jeu, ça fait partie du développement de l'expertise musicale. Alors, dans cet article de 90, déjà, de cette interview, il dit on a décidé d'arrêter de développer. On a gardé l'instrument tel quel. On peut évidemment changer des composants pour des trucs équivalents. Mais on arrête de mettre de nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est une des directions peut-être qu'il fallait regarder dans l'avenir. C'est apprendre à jouer de ce qu'on a quand on développe quelque chose de nouvel, au lieu de passer à chaque instant une nouvelle version avec plus de variables de contrôle. Et peut-être avoir une meilleure idée de quand on doit passer une nouvelle version, simplement pas parce qu'il y a de nouvelles technologies qui sont là. Après, bon, toute la question de l'obsolescence, on pourrait discuter à un autre moment. Là, je vais passer, il y a une vidéo de Michel, mais vous connaissez peut-être. En réalité, si vous n'avez jamais vu, ça s'appelle les Hands. C'est deux dispositifs dans chaque main. Bon, c'est comme des gants, disons. Ce n'est pas vraiment des gants, mais c'est des trucs qu'il met autour des mains. Et on va mesurer la distance entre les deux avec ultrasons. On mesure aussi l'inclinaison. Mais à l'époque, pas avec accéléromètre, c'était avec des capteurs, des switches, des Mercury switches, capteurs on-off, capteurs discrets. Et il mettait 4 et il pourrait dire quelle position d'une façon très générale. Il y a aussi plusieurs touches et potentiomètres qu'il pourrait bouger avec les doigts. Mais à nouveau, il pourrait, à nouveau, c'était un musicien, à peu près, un style différent, mais quelqu'un avec une très, très haute finesse de jeu, même si c'était très lourd. Il y a un excellent article aussi en 2016, je pense, un Computer Music Journal qui fait qui regarde les différentes versions hardware, matérielles, mais aussi logicielles qu'il a utilisées dans des pièces, etc. Plusieurs bouquins déjà, avant NAMM, ça c'est le bouquin à gauche, le bouquin de Joe Chadwick qui est très, très, très bien. Celui de Curtis Rhodes, j'espère qu'un jour il y aura une deuxième version.
les paquets des 1000 pages à 3 kilos. Évidemment, Computer Music Journal, je passe. Il y avait les bouquins que j'ai édités avec électronique avec Marc Battier, qui a fait un peu plus spécifique sur la question du contrôle. On appelait ça contrôle gestuel, on appelle encore, mais c'est un peu passé à New Interfaces. Déjà avec un peu l'état des lieux, ça c'était en 2000. Où on voit déjà des articles qui sont encore utiles, par exemple l'article de Claude, mais aussi l'article de Atal Tanaka, de Musical Performance Issues, sont encore d'actualité même 20 ans après. Et surtout, ce qui est très utile, surtout parce que c'est devenu historique, c'est cette table ronde qui n'était pas trop ronde, il n'était pas non plus une table, mais on avait envoyé des questions à 9 personnes qui étaient très importantes dans ce domaine. Entre eux, Max Matthews, mais Jean-Claude Risset, bon, Michel, Moog, Buchla, Todd McCover, etc. Buxton. Et leurs perspectives sont très, très utiles, justement. Pourquoi ils ont commencé à développer des systèmes comme ça, quelles sont les utilisations qu'ils font, etc. C'est encore ça c'est disponible gratuitement en ligne. Mais c'est encore très intéressant de regarder le processus qui a amené ces gens à utiliser ces outils. Bon, on arrive au workshop 2001 et la proposition cite justement les CD-ROM. C'était très bien. Cite mal, mais cite Marc Baffier. Mais ça, pour montrer justement que comme toujours, rien ne crée du néant, quoi. Il y a toujours quelque chose sur quoi on construit, quoi. Alors, passons aux exemples. Alors, pourquoi la question des instruments numériques est intéressante dans le contexte de l'interaction machine? C'est que c'est, comme j'ai dit avant, c'est une interaction machine, évidemment. Quelqu'un ou personne système peut être plus correct. On va interagir avec un système informatique, avec un ordinateur. Cet ordinateur peut être une montre connectée, ça peut être un vrai, disons, laptop. Mais c'est toujours quelque chose qui va produire du son basé sur des algorithmes, etc. Les différences avec des interactions qu'on a d'une façon traditionnelle avec des tablettes, etc., pour la question d'accès à l'Internet ou d'utilisation dans des contextes bureaucratiques, c'est que la question du temps est essentielle. C'est difficile à concevoir la musique sans le temps. Ça veut dire que les interfaces doivent être conçues avec l'idée d'une réponse temporelle qui est très importante. On n'a plus cette tolérance dans certaines façons d'interagir, comme je viens de montrer. La question de la réponse temporelle est essentielle. Alors, la capture de gestes, de mouvements, des actions doit être rapide, avec peu de latence, avec une très bonne résolution, répétabilité, etc. Autre chose différente avec l'interaction machine, c'est que c'est très difficile de définir quelle est la tâche à accomplir. C'est quoi un musicien qui joue dans une pièce? C'est quoi le but? Ce n'est pas comme le sport où on peut dire, voilà, celui qui court le plus rapidement gagne. Celui qui saute le plus haut gagne. En musique, évidemment, ce n'est pas celui qui joue le plus rapide ou avec moins de fautes. C'est énormément de paramètres. Et effectivement, on n'a pas forcément on n'est pas d'accord toujours qu'est-ce qui est la meilleure musique, la meilleure interprétation, etc. Alors, si on veut évaluer ces interfaces, comme on les fait assez souvent en interaction machine, comment on les fait sans avoir de tâches? La question de l'apprentissage. Évidemment, c'est essentiel en musique, peut-être pas autant dans certaines interfaces pour l'utilisation avec l'interaction en général. On ne demandait pas aux gens de passer des heures ou des années à interagir avec les micro-ondes, par exemple, pour chauffer de la bouffe. Alors, c'est toujours une interface, c'est toujours une interaction. Par contre, la question de l'apprentissage est essentielle. Comment utiliser ça dans ce contexte, justement, informatique? Autre chose, l'information, c'est basé sur des données, des flux de données.
Alors, la question de reconnaissance gestuelle et de vocabulaire des gestes ne sont pas forcément essentiels. C'est différent déjà de la question de la tablette ou de le téléphone portable. Si on fait un geste, normalement, ces gestes sont prédéfinis. Ça veut dire changer de page, agrandir, diminuer. Ça veut dire on parle de vocabulaire, on parle de reconnaissance. Ça veut dire l'interface, elle a besoin de savoir que ça veut dire quelque chose et pas autre chose. Dans l'informatique musicale, dans la question de jouer de l'ordinateur, ça, c'est peut-être moins important dans certains types d'interactions, justement parce qu'on n'a pas besoin de catégoriser forcément chaque contrôle. Et ça, c'est un peu le cas de la musique aussi. Il y a eu des travaux sur le violon, qui, je crois que je les connais bien, et vous connaissez très bien, parce que c'est avec René Cossé et d'autres, c'était la thèse de Mathias Demoucron, où il a justement capturé plusieurs coups d'archer, et c'est très drôle de voir les coups d'archer avec différentes dynamiques. C'est très difficile de les séparer. Un cluster très, très clair, évidemment, parce que ça va se recouvrir à certains moments. C'est pas évident de dire ça, c'est ça et pas ça. Et là, on retourne à nouveau à la multidisciplinarité. Pour la multidisciplinarité. La classification d'une forme d'entrée de contrôle, un geste prédéfini, ce n'est pas forcément notre but. Ce n'est pas forcément utile. Et question d'interaction avec deux mains, normalement, on joue avec deux mains. Pas toujours dans les interfaces interaction machine. Alors, pourquoi tout ça? On va parler de design, et à nouveau les deux exemples. Alors, comment créer ces dispositifs? Dans un cas, dans la question, pour permettre aux gens de s'exprimer musicalement au même niveau, disons, que les gens en instrument acoustique. Alors, il y en a des travaux qui ont regardé ça, pas forcément avec cette question, mais un travail très important, c'est celui de Perry Cook, qui était présenté dans les premiers workshops, justement, NIME, avant la conférence, et qui dit la construction d'interfaces musicales sont plutôt une façon d'utiliser, une façon artistique qui est scientifique, et c'est possiblement la seule façon de le faire. C'est un point de vue, pourquoi pas. On a un autre point de vue qui est très intéressant, et c'est de Hugh Buxton, un peu plus tôt, qui dit, dans la façon générale de voir, il y en a trois niveaux de design, de construction d'interface. Les niveaux standards, les niveaux militaires et les niveaux artistiques. Et principalement, il a appris que le niveau artistique est le plus difficile et le plus important. Alors, si on arrive à bien créer des interfaces pour le niveau artistique, tout le reste est facile. Alors, il met artistique plus difficile que militaire, qui, pour ceux qui connaissent un peu l'électronique, des composants, on peut acheter des composants à niveau standard qui travaillent entre, je ne sais pas, 0 degré Celsius et 40, et militaires qui vont de moins 30 à 60. Ça veut dire c'est plus compliqué, c'est plus cher, etc. Et lui, il met artistique encore plus. Alors là, on a à peu près un paradoxe. Parce que si c'est très difficile de générer, alors il fallait que les designs soient, que les instruments soient très bien dessinés. Et parfois, on ne voit pas ça. Il y a beaucoup de prototypage, beaucoup de dispositifs faits un peu à la hâte, un peu vite. C'est qui est très bien pour tester des hypothèses. Mais peut-être ça explique un peu pourquoi ils ne sont pas autant utilisés en pratique, surtout par des instrumentistes professionnels. Ça veut dire, si c'est tellement difficile de créer des instruments et de répondre aux besoins artistiques, alors il faudrait qu'on ait de très bons designs et de très bons résultats, justement, pour pouvoir faire ça. Alors, c'est un peu un paradoxe où on aurait besoin d'avoir ça, mais on ne fait pas forcément ça tous les temps. Et pour montrer rapidement, j'ai 2 slides, on avait fait des reviews sur la conférence sur le nombre d'articles et le nombre d'utilisations des capteurs. Et ici, par exemple, on voit que la plupart des interfaces utilisent les mêmes capteurs, c'est 3 ou 4 qui sont les plus utilisés. Et ça ne sort pas beaucoup de ça.
ce qui est un peu parfois dommage, parce que parfois j'ai l'impression qu'on part de l'outil et on développe une application au lieu de dire, voilà, j'ai besoin de résoudre un problème, je cherche un outil. En anglais, on dit, si on a un marteau, le monde entier a l'air d'un clou. Et on va vouloir taper sur tout. Alors ça, c'est peut-être une autre direction où on pourrait améliorer. C'est la question du génie, justement. Et bon, à nouveau, je parle pour ma paroisse, parce que je suis ingénieur, moi, à la base. Et évidemment, la question artistique et la question du design est essentielle. Mais sans un génie à haut niveau, je pense qu'on perd beaucoup. Alors, les deux cas, le premier, c'est justement sur la danse. Et l'idée, c'était de créer des dispositifs qu'on peut attacher aux danseurs. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les danseurs deviennent des instrumentistes. Alors, on voulait d'abord que les dispositifs aient un effet sur les danseurs. On aurait pu mettre des caméras et les danseurs dansent et on extrait des paramètres. Bon. Mais on voulait qu'il y ait quelque chose qu'ils vont interagir avec, peut-être pas forcément avec leurs mains tout le temps, qui auront une incidence sur leur corps. Ça veut dire qu'ils vont ressentir un poids, ils vont avoir quelque chose qui bouge avec eux. Bon. Mais on ne voulait pas non plus qu'ils deviennent un instrumentiste, qu'ils s'arrêtent et qu'ils apprennent à jouer pour faire quelques séquences musicales, etc. Alors, c'est des instruments prosthétiques qu'on a appelés, qui peuvent être attachés aux danseurs ou jouer comme un instrument. Et c'était dans le contexte de création professionnelle, des danseurs professionnels et des chorégraphes, où il y a eu des concerts au Canada, mais aussi en Europe. Il y a eu des concerts en France, en Belgique et en Hollande, avec entre danse et musique. Et le deuxième, que je vais parler jusqu'après, c'est la question des débutants. Alors, ces projets de la danse, c'était un projet qui, au Canada, bon, au Québec, ça marche très bien. C'est FRQSC, de troisième ligne. C'est le Fonds de recherche du Québec sur la société et la culture. Et c'est un fonds de recherche, c'est un peu comme ANR, mais ANR, Société Culture, par rapport à ANR génie et sciences, par rapport à ANR médical, disons. C'était une collaboration avec deux compositeurs, un collègue à moi, Sean Ferguson, et une chorégraphe, Isabelle Van Grinde. Et ce projet, c'était un projet financé justement pour cette collaboration de 3 ans, avec un composant technique de recherche, un composant de performance, de composition, mais aussi de concert. Alors, plusieurs instruments ont été développés, surtout par 2 étudiants de doctorat à l'époque, mais d'autres aussi. Et ça a même marché un peu, il y a eu un peu d'écho communautaire. Ça, c'est le journal ici, c'est l'équivalent du Monde, j'imagine, au Québec. C'est un bon niveau de journal en 2013. Alors, quels sont les instruments? C'était une colonne vertébrale qu'on voit à peu près. La danseuse au sol avec cet instrument, on va voir mieux dans d'autres photos. C'était ce qu'on appelle des ribs, des ribs en français, mais c'est des côtes. Les côtes. Merci, ça m'est venu. Des côtes qu'on peut aussi attacher. Et voilà, à nouveau, il y avait des visères aussi qu'on va voir. Et là, on voit mieux les premiers, que c'était la colonne vertébrale. Et on voit, par exemple, que la colonne vertébrale ne suit pas forcément la colonne vertébrale de la danseuse. Et c'est ça l'intérêt de ce design, c'est que l'instrument a un comportement propre, mécanique propre. Il n'a pas forcément quelque chose qui va mesurer à chaque instant la colonne. Ce n'est pas un dispositif de kinésiologie. Et là, le viseur, c'est le troisième, c'est à peu près une côte, mais sur la tête. Alors, chacun d'eux, ils auront des capteurs différents, c'est soit des capteurs inertiels, soit accéléromètre, soit IMU, Inertial Measurement Units, avec accéléromètre, gyroscope et magnétomètre. Soit, dans le cas de ces deux-là, les viseurs et les côtes, il y a aussi des capteurs capacitifs. Ça veut dire qu'on peut toucher à chaque instant, c'est fait en plastique.
Et on peut toucher à chaque instant et savoir où on touche. Mais aussi, on peut extraire la direction de toucher si on touche vers les centres ou contre dans l'autre sens. On peut dire la vitesse de toucher, etc. etc. Et là, à nouveau, la version finale de la colonne vertébrale, justement, avec deux postures. Et la colonne, elle n'a pas de capteurs de toucher, elle n'a que deux capteurs, bon, les gens disent 9 degrés de liberté, les 9 DOF. C'est les 3 axes accéléromètre, 3 axes gyroscope, 3 axes magnétomètre. Alors, c'était un processus collaboratif. Là, nous voilà pile dans la multidisciplinarité. C'était un projet avec composition et chorégraphie et performance en danse, avec informatique musicale. Alors, un projet de 3 ans, avec un nouveau développement et performance. On a fait le projet vraiment en collaboration, en parallèle. Ça veut dire qu'on a commencé avec des prototypes en carton. On a dessiné la forme d'instruments, etc. On a créé des prototypes non fonctionnels avec des matériaux divers qui ne captaient rien. Mais pour qu'on ait une idée justement de comment ça s'attache, comment ça joue sur les danseurs ou les danseuses. Et en parallèle, on testait des idées compositionnelles et des chorégraphies. Et tout ça, ça s'est fait dans plusieurs workshops. À peu près chaque 2 mois, on avait des ateliers de 2 semaines, 2 semaines littéralement, 14 jours. Où tout le monde, chorégraphes, danseuses, composeurs, les informaticiens, amenaient des prototypes à l'état du laboratoire. On testait ça, on développait des idées musicales, etc. etc. Dans vraiment une interaction, tout le monde dans la même salle. À nouveau, une question des extreme users, ça veut dire c'est des danseuses professionnelles, chorégraphes professionnels, musiciens professionnels. J'ai oublié de dire, le projet final, c'était 4 artistes, disons, 2 musiciennes, violon et cello, non, oui, violon et cello, et 2 danseuses. Alors l'idée, c'était explorer cette idée de quatuor, mais quatuor avec 2 danseuses au lieu de 4 instrumentistes à cordes, par exemple. On a dû utiliser pour la première fois, nous, énormément de prototypage rapide, mais aussi on a vu les limites des logiciels qu'on avait nous-mêmes développés et d'autres pour cette interaction en temps réel en groupe. Et ça nous a amené à développer de nouveaux outils qui, je pourrais en parler après. Mais c'est très intéressant, ce processus, cette nécessité d'avoir des dizaines d'instruments pour que les gens puissent en jouer et avoir des plan B, si ça se casse, etc. Dans un contexte universitaire, on n'est pas industriel, on ne fait pas de trucs à la dizaine. Alors, c'est très intéressant de voir comment approcher ça quand c'est possible. C'était assez compliqué. Alors, un exemple du workshop, là, c'est le compositeur, la chorégraphe et les 3 étudiants au milieu. Et c'était exactement ça. Bon, la danseuse essaye ça, tout d'un coup, bon, voilà les sons qui sortent. Ah non, on n'a pas aimé, mais si vous faites l'opposé, OK, on va changer les paramètres, etc. Ça, c'est une version préliminaire de la colonne, justement, vous voyez, avec l'éponge. Il n'a pas de capteurs, je pense. Non, il y a des capteurs déjà dans ce cas, mais effectivement, ce n'est pas du tout le même instrument. En acrylique, après, c'était le projet final. Mais déjà, on pouvait tester l'idée. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir ce type de forme ou pas? Bon. Là, c'est les versions préliminaires de Vizère et d'Acote. Et là, c'est une version encore intermédiaire de la colonne vertébrale avec un autre système déjà en acrylique, mais pas vraiment la même flexibilité. Et voilà, rapide, une vidéo où on parle un peu du projet. A digital musical instrument can be a lot of things, but essentially it uses sensing and it uses a computer to synthesize sound. And we use the signals from the sensors to control the sound synthesis. For this project, we decided that we wanted to make what we're calling prosthetic instruments.
Most of the instruments that we develop in the IDMIL are traditional in the sense that the instrument is actually an object that you can point to and say, you know, that's the instrument that I built. It's something that you pick up and you play and then you put back in its case. This time we decided to do something a little bit different, and we wanted to blur this sort of idea of when is the instrument an object and when is it part of the body. This is an important part of a musical instrument. It's not the instrument itself, it's about the gestures which the instrument invites. As you're performing an instrument, you're going to perform certain gestures because of the instrument you're playing. The dancers are not moving freely. They're wearing these objects that have a weight to them, that have a physical form to it, have a mass to them. I think that if you had a prosthetic spine or an external spine, then you would move very differently. Voilà, c'était justement une des questions, comment ça affecte les danseurs, comment les danseuses s'approprient justement de ces interfaces, et comment ça devient, c'est l'idée en anglais, embodiment. Comment ça devient une partie de leur propre perception de leur corps. Évidemment, elles ne peuvent pas faire le même mouvement qu'elles feraient si elles n'en avaient pas. Et rapidement, ici, une vidéo où ça montre un peu les résultats finaux. Je ne vais pas trop passer, mais ça donne un peu l'idée de la performance finale. Ça vient après ça, pour avant donner l'idée combien de prototypes on a dû faire. Tout ça, c'est des prototypes, certains fonctionnels, certains sans capteur, par exemple. Parce qu'effectivement, quand on produisait, il fallait que les danseuses se préparent et pratiquent avec. Et ça, c'est des questions qui sont assez évidentes, mais pas faciles dans un contexte de co-développement technique et artistique. Ça veut dire qu'il faut que les instruments soient prêts techniquement, même si on a des améliorations à faire. On n'a pas fini encore. Il faut que déjà, il y a des copies possibles à être utilisées pour que les gens s'approprient. Et voilà la vidéo. Ça donne une idée. Ce qu'on a appris de tout ça, c'est bon, super la multidisciplinarité à nouveau, mais en pratique, c'est génial justement parce que la question des objectifs, ce qui est important pour chaque partenaire, ce n'est pas forcément évident pour les autres. Alors, apprendre à écouter les autres, c'est génial. C'est ça qui, pour moi, c'est le plus important de la multidisciplinarité, c'est de ne pas d'emblée dire ah, voilà, non, ce qui est important, c'est ça, ça c'est du génie. Bon. C'est pourquoi vous dites que jouer comme ça, c'est très important, je ne vois pas. Et tout d'un coup, comprendre pourquoi certaines choses sont tellement importantes pour certaines personnes et qui pour nous ne sont pas du tout, parce qu'on est ce qu'on est, quoi. Et je crois que c'est un peu se mettre dans la place de l'autre. La multidisciplinarité ne peut pas se faire sans qu'on se place du côté de l'autre en sachant, mais OK, hein, je vois. Alors, comment on peut résoudre ça et qu'évidemment l'autre se place à notre place aussi. Alors, ce projet nous a permis de faire ça. Vraiment, je n'ai jamais eu l'opportunité depuis de faire quelque chose autant clair dans cette collaboration. À nouveau, énormément d'efforts. Toute la question technique, de revoir des outils qui marchent bien dans le contexte d'une personne qui développe quelque chose, mais pas du tout dans un contexte de 2 semaines immersif dans un environnement. Et à la fin, la question des disponibilités, etc., ce n'était pas évident. L'idée de l'instrument, dépasser les stades du prototype. Ça, on n'est pas encore là pour la conférence. Et dans plusieurs cas, et dans certains cas, on est, c'est très bien. Mais ça, c'est quelque chose aussi à regarder
dépasser les prototypes. Voilà, et j'ai fini avec ces projets-là. Ces projets, ce n'est pas du tout dans le même cadre. On se place dans la question, beaucoup de gens veulent jouer de la musique, n'ont pas forcément, veulent créer des instruments, disons, avec l'ordinateur, mais n'ont pas forcément de formation en design, en génie ou en informatique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple avec Arduino, etc. Mais c'est quand même assez technique. Ce n'est pas tout le monde qui veut coder en C. Bon. Même si l'interface permet déjà, facilite énormément la façon. Alors, si on a une idée de faire un instrument, on voulait faire quelque chose, comment on approche ça? Alors, ce projet, c'était la thèse d'un étudiant, Felipe Calegario, qui a fait une partie de sa thèse à McGill, qui est prof maintenant au Brésil, qui ont continué à collaborer dans ce projet. Et l'idée, c'est on va faire deux étapes. Une première, c'est une charte morphologique, les types de gestes qu'on peut utiliser et des types de postures qu'on peut avoir pour créer des instruments. Et on va choisir dans cette charte les postures et les gestes d'excitation, les gestes de modification, etc. Une fois qu'on choisit ça, on a une idée d'un instrument. On peut prendre la deuxième étape, c'est cet outil, un matériel et logiciel qui s'appelle Probation, qui permet d'assembler ces blocs dans des bases. Et on voit ici des bases rectangulaires, des bases quadrangulaires. Et ces blocs qui se mettent, une fois qu'on met des blocs, les blocs ont déjà des caractéristiques prédéfinies avec des contrôles, des capteurs, etc. Mais une fois qu'ils sont connectés à la base, ils sont reconnus par le système et ils sont jouables instantanément. Et c'est là l'idée de ce prototype fonctionnel. Ça veut dire qu'on décide de l'instrument, on l'assemble immédiatement et on joue. Évidemment, avec énormément de limitations, pas évidemment de finesse qu'on aurait pu avoir avec un instrument qu'on pratique. Mais on a une première idée immédiate de ce qu'on peut avoir. Et c'est là notre idée, c'est comment faciliter ce développement pour des gens non experts. Alors, ça répond un peu à une question entre deux domaines. Soit on a des capteurs qui sont pas très faciles à utiliser, etc., mais qu'on peut tout faire, ou des systèmes qui sont très limités, mais qui ne permettent pas d'aller trop loin. Alors, c'est merger les deux. Voilà cette boîte ou cette charte morphologique où Philippe a regardé des dizaines, des centaines d'instruments et a décidé certains types de postures et certains types de gestes. Et on voit la première ligne, les postures, un peu comme une guitare, un peu comme une percussion sur les genoux, comme un tambour, on s'assoit dessus, etc. Après, les types de gestes, soit des tournes, turntables, soit des plectres, soit des slides, etc. Alors, l'idée, c'est, bon, j'aimerais un instrument où je prends à peu près comme une guitare, je tourne une manivelle, disons, et avec des clés. Et ça me donne à peu près ça. Alors, on peut jouer là-dessus et de dire, voilà, je veux quelque chose comme ça, j'assemble et j'obtiendrai à la fin quelque chose qui va avoir du son. Et on va voir ça dans une vidéo ici qui démontre un peu la première version d'il y a 3 ans. Ça, c'est la construction de prototype de la première version. On va voir ça dans la vidéo. Tout ça, c'est un peu vrai. On peut ajouter des différentes bases ensemble.
Évidemment, on peut les connecter de différentes façons aussi. Là, par exemple, on n'a pas aimé le geste de modification, on l'inverse. Voilà, c'était une collaboration avec Lyria Lille aussi et Stéphanie Huot. Et là, on est dans la version 1.0 qui a été faite au début de cette année. On utilise beaucoup plus la question d'imprimante 3D. C'est plus simple que des laser cutters, des matériaux par exemple. Et là, c'est le nouveau bloc. Et l'idée, c'est d'avoir ces nouveaux blocs, soit l'ancienne technologie avec, on va copier de façon des morceaux de bois, ou soit on va tout imprimer. Et les nouveaux dispositifs de connexion, etc., où on va pouvoir connecter, là on voit une animation de blocs qui peuvent se faire dans tous les sens, dans deux, soit verticalement, soit latéralement, avec plusieurs types de contrôles, justement. Là, l'étape qu'on est maintenant, c'est vraiment d'embarquer la synthèse dans les dispositifs ou les microcontrôleurs, les micro-ordinateurs, les Raspberry Pi par exemple. On a des systèmes déjà, nous et d'autres, qui vont être capables de générer des synthèses assez complexes, mais dans le microcontrôleur qui est dans l'instrument. Ça veut dire qu'on élimine cette connexion à l'ordinateur à côté. Et on espère que ça va aussi faciliter l'utilisation des instruments dans le plus long terme, parce qu'un des gros problèmes, c'est le changement logiciel des ordinateurs. Bon, macOS passe de macOS 10, je ne sais pas combien, macOS 10 n'importe quoi, et tout d'un coup, tous les patchs Max, certains ne marchent plus, ou il faut avoir Max 6 au lieu de Max 8, parce que, bon, etc., etc. Alors là, on élimine cette question en embarquant, on gagne d'autres, ça veut dire traitement, etc. Voilà des exemples plus récents, justement, avec des assemblages. Alors, c'est une recherche qui s'en va, et l'idée, justement, c'est pour rejoindre les deux côtés, c'est pour le débutant, l'autre, c'était pour l'expert. Comment passer maintenant de ça à l'autre? Comment on peut créer des instruments avec des idées de très base, tout de suite avoir un résultat, mais évidemment, ce résultat n'est pas du tout satisfaisant pour plusieurs. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des instruments qui sont responsives, etc., etc. Comment passer de l'un à l'autre? Comment apprendre à en jouer? Et ça, c'est la recherche qu'on est en plein dedans maintenant. Par exemple, c'est un doctorat en co-tutelle avec Lille qui a démarré déjà. Et l'idée, ce serait de passer de ces blocs-là à quelque chose comme ça. C'est un autre étudiant qui développe des instruments déjà finis, qui sont plus, bon, tout ça c'est embarqué, synthèse, etc., mais qui sont plus jouables. Ce n'est plus un Lego qu'on va jouer avec, c'est vraiment un instrument qui est plus, disons, possible d'être joué dans un contexte de concert. Voilà, alors ce que j'ai essayé de montrer, c'était un peu l'idée des arts et sciences et génie dans la multidisciplinarité dans les instruments. Et il faut tous les côtés, je pense que c'est un peu naïf de parler d'un côté ou de l'autre, qui c'est plus art ou plus science, c'est tout. Et c'est dommage quand on ne regarde pas assez de l'autre côté, parce qu'on pêche un peu par suffisance, disons. La question d'utilisation des modèles d'interaction pour mieux comprendre les interactions musicales, mais aussi l'inverse. Ça veut dire la musique comme un modèle pour aller plus loin dans les interactions avec des systèmes non musicaux. C'était un peu la base du travail de Joe Buxton. En interaction machine des années 80, des articles très importants où il parle carrément de chunking, phrasing, ça veut dire de phraser dans l'interaction, puisqu'il vient de la musique. Tout d'un coup, c'est des choses que les informaticiens n'étaient pas, peut-être à l'époque, très importés là-dedans. La question des dispositifs fonctionnels pour permettre aux gens de tester tout de suite des idées et ne pas passer du temps à développer tous les temps. La question des instruments qui sont plus que des prototypes.
Et la question de changer de méthode et de travail. Et on ne peut pas faire de la multidisciplinarité en restant disciplinaire, exclusivement. Évidemment, on est tous disciplinaires. Mais il faut s'ouvrir et à nouveau, on peut passer un temps fou à discuter de ça. Les structures aujourd'hui en place ne sont pas forcément très ouvertes à ça. Mais c'est essentiel pour aller plus loin. Je pense qu'on est un peu en dead end là si on ne va pas vers des collaborations beaucoup plus poussées entre domaines. C'était un peu ça. Je pense que j'étais un peu long. Des nouveaux bouquins, si vous voulez, des trucs édités sur interaction musique, interaction machine et musique, des trucs plus anciens. Et bon, évidemment, c'est le travail énormément des étudiants, etc. Je participe plus en superviseur, mais ça dépend quel projet j'étais plus ou moins dedans, mais c'est toujours cette idée de laboratoire où on est un groupe et on travaille. On a plusieurs thèses et plusieurs collaborateurs. Et surtout, on est encore dans un temps où on peut avoir du financement pour ça. Alors, c'est très bon. En voyant comment ça va durer. Alors, merci. Si vous en avez des questions. Merci Marcelo. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce que quelqu'un lève la main? Non, pas pour l'instant. Moi, j'avais été surprise par quand tu faisais une liste de ce qui était utilisé. En fait, je pensais que les piezo étaient utilisés plus que ça. Oui, moi aussi, c'est drôle parce que des capteurs, par exemple, piezo, c'est évident, LDR, les Light Dependent Resistors, c'est des trucs, bon, c'est un résistant. Et c'est super utile, évidemment, on ne peut pas dire combien de lumière arrive, mais pour faire des gestes plus de contrôle très haut niveau, c'est super utile, mais presque personne n'utilise. Et je ne sais pas si c'est d'où ça vient, si c'est une question parce que tout le monde a des téléphones cellulaires, tout le monde va vers les EMU. Mais je vois que ça me paraît, peut-être c'est pas vrai, mais au moins ça ne s'explore pas au plus d'autres technologies. Il y a des dizaines et des dizaines de technologies de capteurs qui parfois ne sont pas très compliquées d'utiliser, mais qui restent sous-utilisées. Pourquoi? Mystère. Ça, c'est... Jean-Loïc a une question. Allô? Ouais, attends, je mets ma caméra pour que ça ressemble à quelque chose. Merci Marcelo, c'était super intéressant. Ça m'a permis de voir des projets que je ne connaissais pas bien, parce que je ne suis pas vraiment dans cette communauté-là, donc c'est normal aussi. Juste une question un peu naïve, mais cet instrument modulaire, là, je trouve ça super intéressant. Et au final, on voit que au cours du processus, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais au cours du processus, on arrive sur un instrument qui ressemble physiquement à une guitare quelque part, alors qu'à l'origine, c'est quand même un système un peu modulaire de Lego. Est-ce que c'était pour la vidéo, c'était voulu ou ça s'est pas du tout passé comme ça? Est-ce que la personne est plutôt guitariste ou musicien et donc du coup c'est allé naturellement comme ça, ou c'est uniquement des questions ergonomiques qui ont produit finalement la personne à aller vers un format comme ça? Je pense que les deux, parce que c'est drôle, je dis toujours ça, j'ai oublié de dire, ça finit toujours en guitare. Mais personnellement, je trouve beaucoup plus intéressante le truc jusqu'avant où il avait la manche, les manches qui étaient verticaux par rapport à la base. Et je trouve beaucoup plus intéressant de jouer comme ça comme un peu une percussion avec quelque chose où je peux moduler la percussion. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose de naturel dans la guitare, ou culturel plutôt. Mais je pense que ça, c'était pas voulu forcément. Mais c'est comment? Normalement, on va vers guitar style. Ok, merci. Et donc, ces blocs, soit tu les mets de manière indépendante, soit tu peux les connecter ensemble. Hein, c'est ça que je... Voilà, ils sont tous indépendants.
Ils ont tous un microcontrôleur dedans qui communique, et qui sont déjà préprogrammés, qui communiquent avec les systèmes globaux. Alors, on peut avoir un ou complètement rempli de blocs. Après, c'est là les limitations, justement, puisqu'ils sont prédéfinis. Pour l'instant, on n'a pas une façon facile de changer de comportement. Ce qui est un peu dommage, parce que, par exemple, on voyait dans la vidéo, celui-là qui a l'air, il fait le vibrato, par exemple, fait toujours la même chose. Bon, parfois, ça s'applique à certains modules, parfois, ça ne s'applique pas. Mais ça serait bien de peut-être le changer pour quelque chose d'autre ou faire un mapping plus complexe, etc. Mais là, on dépasse un peu l'idée du système modulaire d'entrée très facile de jouer au début. C'est un trade-off, disons, entre avoir un truc où on peut aller plus loin et un truc qui est moins compliqué pour commencer. Moi, j'étais assez curieux aussi de comment les blocs ils interagissent entre eux. En fait, j'ai l'impression que sur la vidéo, on avait un petit peu de mal à voir ce qui se passait. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait surtout des unités qui faisaient du son indépendamment. Oui, exactement. Je serais intéressé d'en savoir un petit peu plus s'il y a une interaction plus compliquée qui se passe entre les blocs. Voilà. Normalement, les unités, c'était dans les... Voilà, ici. Les unités de génération, elles vont générer du son indépendamment. Et les modifications vont agir sur celles qui génèrent du son indépendamment. Après, pourquoi on définit une comme ça ou une autre comme ça? Bon, c'est une question de projet, ce n'est pas figé. Mais c'est pour ça que certains, quand ils le connectaient, ils faisaient un geste et ça sonnait d'une certaine façon, et l'autre ne sonnait que si on faisait un autre geste. Mais si vous voulez, ces projets, comme les autres, c'est ici, ils sont tous ouverts. Et si vous faites Probatio et GitHub, vous allez dans la page où il y a tous les systèmes, mais avec tous les fichiers justement pour imprimer en impression 3D, tous les circuits. Ça veut dire que vous pouvez les faire vous-même. Ok, super, merci. Et c'est justement, c'est quelque chose qui nous intéresse. On fait un parallèle entre le Brésil et le Canada. Et l'idée, c'est vraiment, on a deux groupes de développeurs qui s'inversent. Et l'idée, c'est comment créer des instruments partageables. Ce qui paraît évident, mais le diable est toujours dans les détails. Ça nous intéresse si d'autres personnes veulent créer et proposer de nouveaux modules, etc. C'est pour ça que c'est complètement ouvert. Christophe, tu avais levé la main, tu veux parler? Oui, c'est bon, je parle, je ne suis pas muet. Donc, juste sur ce dernier projet, je vais trois petites questions sur les aspects logiciels. La présentation, j'ai l'impression que ça se situe plutôt du côté de ce que tu as appelé instrument plutôt que module ou bien même... Donc, est-ce qu'il y a des développements logiciels aussi davantage avec des modèles intermédiaires ou autres? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, après, c'est sur l'évolution récente. Je n'ai pas été à Nîmes cette année, en fait. Je ne crois pas l'année dernière non plus. Donc, personne n'a été à Nîmes. Oui, personne n'y a été, mais même pas virtuellement. Donc, est-ce qu'il se passe notamment, je sais que dans le domaine de la parole, il y a eu quand même un petit séisme en 2016 avec le deep learning. Est-ce que tu vois ça aussi en Nîmes? Voilà, c'est les deux questions. Oui. La question du modèle, je pense que ça rejoint un peu l'autre question. On peut effectivement mettre n'importe quel modèle intermédiaire pour l'instant, c'est vraiment très basique. On tourne, ça change le pitch. Ou on presse, ça crée un pitch. Bon. Mais est-ce que vous avez le projet de le faire? C'est ça la question. C'est ça, mais c'est si et non. C'est justement ça. On pourrait le faire, mais pas dans les modules de base. Justement, plus on ajoute de flexibilité, moins de base il devient. C'est là un peu la tension. Quand on passe, je retourne aux slides. Quand on passe de ça à ça, oui. Et je pense que ça serait vraiment intermédiaire entre ça. On a quelque chose qui rassemble, disons, à nouveau la guitare, toujours la guitare.
Et on dit, voilà, ça m'intéresse, mais j'aimerais que l'interaction soit plus poussée, ou j'aimerais avoir plus de comportements ici, par exemple. Là, on mettrait vers cette version quelque chose de plus poussé. Mais là, ça devient vraiment beaucoup plus monolithique. Mais ça va un peu à l'encontre de l'idée de base où c'est très direct. Après, pourquoi pas des logiciels qui permettent de faire des essais, mais d'une façon très simple aussi, des trucs visuels, etc. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Deuxième question, oui, c'est partout. L'idée de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup dans mapping, je crois que c'est très utile. On avait, c'est pas récent en informatique dans ces contextes, déjà des années, je crois que ouais, justement en 82 avait déjà parlé j'avais un système de mapping entre capteurs et son avec des réseaux de neurones déjà, avec Michael Lee, ICMC. Après, il y a eu beaucoup de trucs dans les années 2000, 2010. Wakinator, ça fait ça déjà. C'est Rebecca Fibrink qui était à McGill avant, qui a passé à Princeton après en Angleterre. Et justement, c'est un système et d'autres, à l'IRCAM aussi, ils avaient les M&M, ils ont encore, où l'idée, c'est qu'on fait des gestes, on enregistre, on choisit des sons et on met des systèmes pour calculer la corrélation entre les gestes et les sons. On dit, voilà, ces gestes-là, j'aimerais que ça fasse ces sons. Pouf, on enregistre. Ces gestes-là, j'aimerais que ça fasse ces sons. Et tout d'un coup, le système va calculer les interpolations entre plusieurs gestes et plusieurs sons pour donner un espace continu de contrôle. Ça arrive aussi. Je ne sais pas s'il y a eu un séisme là-dedans. Oui, parce qu'en parole, c'est pas récent non plus, parce qu'il y a eu une première émergence, je dirais, à la fin des années 80. Oui, il y a eu pas mal de systèmes, mais ce n'était pas du tout au niveau des systèmes statistiques ou même des systèmes par règle. Et puis ça s'est éteint parce que ce n'était pas au niveau du point de vue des performances. Mais à partir de 2015-2016, ça a été d'un tel niveau que, je veux dire, même les vocodeurs sont faits par deep learning. Oui. Donc il n'y a plus de modèle. On met 1 million de voix, un réseau, et puis de l'autre côté, on a le vocodeur, on a un vocodeur. Oui. Donc, je me demandais s'il y avait le même type de choses, parce que l'IA, c'est utilisé depuis très longtemps, mais l'IA massive, pas depuis très longtemps. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui a changé énormément, c'est le pouvoir de mettre 1 million de voix qui, dans les années 80, n'était pas du tout là. Quoi. Mais à nouveau, moi, j'aime bien les modèles, justement, et je pense qu'on peut faire les deux et passer d'un à l'autre, justement, pour mieux comprendre même l'interaction par IA, sinon c'est un peu dommage d'avoir un truc prêt. Ma question, c'était, il n'y a pas de nouvelles interfaces, il n'y a pas le système qui tue qui est apparu récemment avec ce type de technique, quoi. Comme ça s'est fait en synthèse de parole ou en recours. Quoi. Oui, sur les instruments, je ne suis pas sûr. Sur les synthèses de son, oui, il y a des trucs à Google, etc., où on peut générer des musiques. C'était un peu Doug Eck qui est un peu derrière ça. Et oui, pour la synthèse de son, oui. Après, pour les instruments, je ne connais pas d'instruments. Je vois par exemple l'utilisation d'un mapping. Je ne vois pas trop peut-être dans le choix des capteurs, mais ça reste un peu. Oui. Je ne sais pas, peut-être à un moment ça pourrait être intéressant de dire je veux un truc comme ça et le système te sort quelque chose. Oh. Si oui, donne-moi un instrument. Mais il faut que je regarde, je ne connais pas des détails de technologie qui tue. Hello. Merci. Et je peux faire une petite intervention? Bonjour. Oui, s'il vous plaît. On discute là et tu nous as montré quelque chose qui est très plein d'imagination et de possibilités au niveau du déclenchement ou du type d'action du geste. Est-ce qu'il est prévu de travailler aussi sur la richesse du son et sa transformation? Parce que personnellement, j'étais un petit peu déçue de ce point de vue-là. Oui, mais oui, effectivement, à nouveau, les premiers projets, on a travaillé sur le son, après c'est une question d'esthétique. Le deuxième, non. Le deuxième, à nouveau, c'est très basique. Et je pense que quand on passe de ces modèles à ces modèles, oui, il faut que les sons suivent, sinon c'est dommage d'avoir un son très basique. Ce n'est pas non plus notre spécialité
dans mon labo. Après, des gens comme Philippe Depal et Gary Scavone, etc., on collabore, mais nous, notre labo ne fait pas trop des recherches en son. Après, on utilise un peu les résultats des autres. Effectivement, ça serait vraiment dommage d'avoir un instrument qui vient et donne la réponse. Moi, je t'ai perdu, Marcelo. Il est assez figé, en effet. D'accord, c'est pas que moi. Hein, Christophe, tu as ton micro éteint. Bon, c'était pas très intéressant, mais il y a une petite flèche verte sur le côté. Ça veut peut-être dire tentative de reconnexion. Ah, je vois pas. Ça veut dire que l'écran était en train d'être partagé. Oui, c'était partagé d'écran. Et maintenant, Marcelo. Il est de retour. Il faut que tu remettes ton micro, Marcelo. Ah, ça marche. C'était 10 heures et pas. Oui. D'autres questions? Oui, excusez-moi. Oui, moi. Pardon. Oui, je me présente. Je suis psychologue. Hein. Je travaille avec. Donc, on est dans l'interdisciplinarité. Et je travaille actuellement dans 2 projets avec Hugues Genevois, Jean-Christophe d'Alessandro dans un projet, et puis dans un autre projet avec Hugues aussi et Jean-Loïc Lecaroux. Et je m'intéresse particulièrement au système justement de retour, de feedback. Et donc, ma question, très ouverte et générale, est un peu dans la suite de la question de Michel, concernant comment vous réfléchissez, comment vous pensez au dispositif de diffusion du son, du sonore, en tout cas du signal sonore, en lien avec ces interfaces gestuelles innovantes. Ça m'intéresse particulièrement je sais que vous avez travaillé sur le retour tactile. Et bon, j'ai étudié un peu votre livre aussi, le livre sur les instruments de musique numérique. Et en voyant aujourd'hui le schéma que vous avez présenté au début de votre présentation, je remarque effectivement qu'il y a l'espace représenté donc, pour l'interface de contrôle gestuel, pour également, disons, l'ordinateur, mais souvent, l'outil de diffusion pour le feedback au niveau sonore n'est pas représenté, alors que j'imagine que dans ces instruments, la diffusion est un élément essentiel dans la chaîne, disons, causale. Oui, effectivement. Et, merci. Il faut que je remette la page. Oui. J'ai oublié que je suis en share the screen. Alors, avant ça, est-ce que vous voyez les slides aussi ou simplement? Non, juste ton browser. Alors, parce que je vais passer au browser, mais avant, je vais passer aux slides. Alors, je vais à tout le monde. Yay. Effectivement, c'est très important les retours parce que c'est un peu, effectivement, la question avant, ça ne sert à rien d'avoir des captures de gestes très bonnes, etc. Si on n'a pas de retours, les sons ne suivent pas non plus. Et c'est ça un peu cette idée d'avoir un retour qui est calculé par les mêmes dispositifs qui génèrent les sons. Et ces retours, c'est soit des vibrations, soit des forces. Et vibration, ça a beaucoup changé, pour parler un peu dans la direction de Christophe, justement. Ça devient beaucoup plus commun et beaucoup plus haut niveau, disons. On dépasse les niveaux des ERMs, des Eccentric Rotating Mass, des moteurs qui vibrent avec une masse qui fait comme dans les anciens téléphones,
pour des dispositifs style haut-parleur, des voice coils, où on a carrément contrôle indépendant des fréquences et d'amplitude. On peut générer des vibrations beaucoup plus fines qu'avec les systèmes d'il y a 10 ans. Alors ça arrive. Par contre, la question de la force, je pense qu'on est très loin encore. Et ça, c'est très bien parce que c'est un projet qui sera analysé, justement, c'est une thèse qui vient de finir, par Arthur Paté, qui travaille avec Hugues aussi dans un projet de retour de force. Et lui, qui va réviser ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on a présenté cette année à Nîmes. Et si vous voulez, je peux vous envoyer l'adresse. Et c'est l'idée aussi d'embarquer les retours de force dans les microcontrôleurs et de pouvoir avoir des modules après self-contained, des modules qui auront les définitions des retours d'effort avec des moteurs, tout ça, indépendants de l'ordinateur, qu'on peut ajouter soit au système des modules, soit à des instruments. Et je vais mettre ça dans le chat, si je le retrouve. Ça, c'est le projet qu'on a appelé Torque Turner. Et en réalité, c'est un bouton, c'est un moteur à 1 degré de liberté, de rotation, et qui permet justement de contrôler des retours de force prédéfinis par rapport à l'action. En réalité, c'est ça qu'on voit ici. Et dans ces cas-là, on a ajouté à des instruments qu'on avait déjà. Alors, on a mis 2 instruments connectés par un degré de liberté programmable en force. Et ça permet carrément de faire des trucs. Bon, il y a des vidéos qui démontrent ça. Mais l'idée à nouveau, c'est de générer voilà, du son et de la force. Alors ça, c'est tout, c'est prédéfini, les comportements du moteur, quoi. Je ne sais pas si le son sortait. On peut faire plusieurs types d'interactions, etc. On peut définir ça avec un éditeur. Et plus de détails, c'est la présentation dans Nîmes cette année, où on explique vraiment les systèmes. Et il vient d'envoyer sa thèse, un des 3 qui était en train de transpirer cette semaine pour avoir son document prêt. Mais c'est une direction que je pense qu'on a beaucoup à faire, justement. Tactile, je pense qu'on s'approche, ça devient vraiment beaucoup mieux que c'était. Force, on est très loin et c'est très drôle de dire ça parce que Force, depuis 1977, avec Claude et Jean-Loup, on travaille là-dedans. Il y a des dispositifs d'une finesse incroyable, etc., mais qui encore ne sont pas dans toutes les tables. Et je ne sais pas s'ils seront un jour. Est-ce qu'on aura un jour l'application de Force qui va changer le jeu, comme un peu comme Christophe disait, IA, ce qu'on aura dans tous les dispositifs des retours de force très fins, mais pas tactiles, mais de force. Et je ne sais pas si j'ai pas compris, ça a coupé. Pourquoi ça n'existe pas? Enfin, si ça existe, mais pourquoi c'est pas incorporé? C'est toujours un problème des coûts et je crois qu'on n'a pas. C'est un peu l'idée des. Vous vous rappelez, là, il y a 20 ans, tout le monde avait un PDA. Un PDA, c'était un Personal Digital Assistant. C'était un petit ordinateur de poche avec un écran où on mettait tous nos contacts de téléphone et tout ça, avant les iPhones et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Ça veut dire qu'ils avaient des écrans tactiles, on pouvait faire des gestes, on pouvait faire un tas de choses, mais ils n'ont jamais vraiment survécu. Et il y a eu les moments où les tablettes, peut-être, et les téléphones sont arrivés, et tout d'un coup, c'est devenu un truc que tout le monde a aujourd'hui. Et je pense qu'il manque cette application qui va peut-être, ou ces types d'applications, qui vont amener ces dispositifs au marché. Et il y a eu des essais avec jeux. Il y a des dispositifs qui s'appellent Falcon, qui a un très bon marché, c'est 200 €.
Mais tout ça, c'est dans des dizaines et des milliers d'euros, normalement, des dispositifs à plusieurs degrés de liberté. Il y a eu des essais qui n'ont pas marché non plus. Les gens ont essayé de proposer ça, et dans des jeux, on peut ressentir des forces et des choses qui empêchent les mouvements, tout ça, et ils ont arrêté de... Je pensais qu'à ces moments-là, des volants pour des jeux à retour de force, tout ça, ça reste encore très peu utilisé, disons. Peut-être ces dispositifs plus simples à un degré de liberté vont marcher, je sais pas. C'est une question de matériel. Effectivement, le retour est très important. Oui, et puis de précision aussi, parce qu'on est extrêmement sensible. Oui. Retour de force, si... Mais on est extrêmement plastique aussi. On s'adapte à plusieurs choses. Oui, c'est vrai. Et c'est drôle. C'est une discussion qu'on a beaucoup, justement, avec Claude, Annie et Jean-Loup. À l'époque, c'était exactement ça. Est-ce qu'il faut simuler les sons et les haptiques synchrones à 40 kHz, 44? Est-ce qu'on peut les simuler asynchrone? Qu'est-ce qu'on gagne si on va des fréquences de simulation à 10 kHz, 20 kHz, 44 kHz? Est-ce qu'on peut rester à 1 kHz, qui c'est la base pour les haptiques de force? Je crois que ça dépend vraiment de l'application. Mais on arrive à faire beaucoup de choses avec des boucles à 1 kHz. Des simulations physiques, même à plus bas niveau, à 100 Hz ou à 500 Hz. Évidemment, pour les sons, ça ne va pas marcher. C'est des grosses questions. Hein. C'est justement pour des psychologues, des gens qui étudient la physiologie, tout ça, la perception. C'est des grosses questions. Quel est le niveau de finesse de représentation pour une tâche donnée? Je ne sais pas. En tout cas, c'est chouette de voir tout ce que vous, puisque vous êtes à plusieurs, là, mettez en ligne tout en open source. Tout là, c'est NIM 2020 et c'est déjà tout en ligne et tout ça, c'est impressionnant. Oui, j'essaie de pousser, mais justement, je parlais de ça et il y avait un truc que je n'ai pas montré, mais c'était un outil qu'on utilise beaucoup. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est LibMapper, c'était un logiciel qui est dans une version ça fait 12 ou 13 ans qu'on développe ça, justement pour faire des mappings. Je ne sais pas si ça a disparu. Voilà. Et à nouveau, c'est de faciliter le prototypage des mappings, où il y a des données de capteurs à gauche et des données de contrôle de son ou haptique, etc. à droite, et on peut simplement connecter, faire des transformations, etc. pour tester des connexions. Mais c'est quelque chose... Je sais pas, est-ce que j'ai 3 minutes de plus? Parce que je vais montrer un truc, puisque vous parlez des outils, il y a un truc que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez cette fenêtre-là. Oui. Bien d'apparaître. Ça, probablement, ça existe plus. Je n'ai pas trouvé, moi. C'était un petit projet qu'on a fait avec des étudiants ce semestre à cause du confinement. Et je donne un cours d'audio numérique, justement, pour des gens qui sont en génie, pas en génie. Et quand je suis là, on a des dispositifs de laboratoire. On peut montrer un oscilloscope, l'échantillonnage, les aliasines, la question de quantisation, etc. Et là, on n'a plus de labo. Alors, on a créé quelque chose, on a appelé Digital Audio Workbench, en bas. Et l'idée, c'est d'un peu faire ça en simulation, et j'imagine qu'il y en a d'autres qui ont fait aussi, mais si vous voulez, ça, c'est aussi ouvert et utile. Alors, on peut jouer sur les fréquences d'échantillonnage, et on voit effectivement l'effet dans les sons, etc. On peut évidemment jouer sur des axes temporels, etc., sur les types de formes d'ondes, l'effet de l'échantillonnage, et on peut écouter ce que ça donne. Bon, c'est un petit outil, mais ça permet aussi de faire des tests et jouer sur, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on est exactement à la fréquence, à la moitié de la fréquence de Nyquist, quoi. Et on va voir, évidemment, avec un outil, ça... l'influence de la phase, etc. Tu peux nous copier le lien dans le chat? Oui. S'il te plaît.
Ça, c'est bêta, mais c'est ouvert et à nouveau, c'est tout ouvert. Si vous voulez, justement, on cherche des gens pour les DSP si vous êtes intéressé. On a utilisé des trucs assez simples, mais je crois qu'il a un potentiel à développer des outils comme ça. Et ça, c'est super utile pour au moins ces semestres dans les cours. Ça servit énormément, justement. Voilà. Il y en a 3 niveaux. On a fait un très basique sur l'échantillonnage lui-même, pour ne pas trop mettre d'infos. Un autre sur la quantisation. Et le 3e, c'est le premier que j'ai montré, où il y a tout. Ça, c'est l'échantillonnage. Et ça, c'est la quantisation, où on change, par exemple, le nombre de bits, et on voit l'influence sur le son, etc. Donc, c'est 1, 2, 3. Ouais. D'accord. Ah oui, tu as le all. OK. Ouais, c'est 1, 3 et all. Mais justement, c'est des questions, même on voit parfois des effets, on dit, ah, mais pourquoi ça ne se passe? La théorie ne dit pas ça exactement. et là c'est assez sympa de regarder, même de trouver des bugs. Ce n'est pas du tout avec des instruments numériques, mais si vous trouvez ça intéressant, prenez-les. Eh bien, vu l'heure, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Marcelo. Merci à vous. Et bonne fin de confinement. Merci. Enfin... Mais n'exagérez pas. À bientôt à Lille. Oui, peut-être à Lille, j'espère bien de retourner. Parce que d'habitude, tu vas au printemps, non? Printemps. Oui, je devais aller 3 mois cette année, je pense en avril. Mais à nouveau, oui, je pense que oui. Ouais. Allez. Bon, ben, merci en tout cas. Merci. Ouais, merci Marcelo. Merci. Allez, à une prochaine. À bientôt. À bientôt, salut.